Joindre, vous êtes la nouvelle porte-parole de la Marche pour la vie qui aura lieu le 20 janvier prochain autour du thème de la clause de l'objection de conscience pour tous. Alors, pourquoi ce thème? En quoi est-il relié à l'actualité? Alors c'est un thème qui revient effectivement souvent dans l'actualité pour être mis en cause. Je précise que ce qui est en jeu, c'est l'objection de conscience des médecins relative à l'avortement, parce que personne ne songe à remettre en cause, par exemple, la clause de conscience des journalistes. Il se trouve qu'en septembre, le docteur de Rochambeau, qui est le président du syndicat des gynécologues de France, a déclaré que lui-même ne pratiquait plus d'avortement en vertu de cette clause de conscience à laquelle il a droit, parce qu'il estimait que c'était que recourir à l'avortement, c'était supprimer une vie. Immédiatement, Marlène Schiappa a réagi, la ministre de la Santé a réagi, et la sénatrice Laurence Rossignol a fait une proposition de loi pour supprimer cette clause de conscience. Alors, Laurence Rossignol a argumenté cette proposition de loi en parlant de l'accès à l'IVG qui serait réduit avec la clause de conscience, et en disant également que la clause de conscience donnait l'impression aux femmes que leur corps appartenait aux médecins. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'accès à l'avortement en France est tout sauf réduit, malgré quelques médecins objecteurs, et que ce qui gêne Laurence Rossignol et le gouvernement, c'est que la clause de conscience est bien le signe que l'avortement n'est pas du tout l'acte anodin qu'on a voulu nous vendre pendant des années. Et comme on trouve profondément injuste qu'un médecin soit contraint d'agir en contradiction avec ses convictions profondes, nous avons choisi effectivement la clause de conscience comme thème pour cette Marche pour la vie 2019. Alors, clause de conscience, objection de conscience, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que l'objection de conscience? Est-ce le droit absolu de chacun à suivre sa conscience? Alors, l'objection de conscience, c'est l'acte d'une personne qui refuse d'obéir à un ordre parce que cet ordre contrevient à ses convictions. On appelle ça les convictions profondes, le fort interne, etc. Et la clause de conscience, c'est ce qui permet d'inscrire dans la loi cette objection de conscience. Alors, l'objection de conscience, c'est évidemment pas le droit à l'anarchie, c'est pas le droit de désobéir en fonction de nos idées du moment. En fait, l'objecteur de conscience, il se réfère toujours à une loi qui est supérieure à la loi positive. Il obéit à des principes un peu immuables. Et en l'occurrence, par rapport à la question de l'avortement, l'objection de conscience se réfère à un principe que tout le monde a au fond de lui, c'est-à-dire l'interdit de tuer une personne innocente. Et on voit bien que l'objection de conscience n'est pas un chemin vers l'anarchie, parce que les personnes qui font objection de conscience, elles le font pas d'abord parce qu'elles y ont droit. Donc j'ai droit à une subvention, j'ai droit à une aide publique. Non, non. Pour ces personnes-là, l'objection de conscience, c'est presque un devoir. En fait, on a le devoir de ne pas tuer si on pense qu'il n'est pas juste de tuer une personne innocente. Et on voit bien d'ailleurs dans l'histoire et autour de nous que l'objection de conscience, en réalité, elle est assez rare. Elle touche toujours les mêmes questions. Elle a pu concerner des militaires qui ne voulaient pas tuer, et elle concerne des médecins qui ne veulent pas donner la mort par l'euthanasie ou l'avortement. Donc on est bien loin du désordre public qui plane un peu comme une menace agitée par ceux qui refusent l'objection de conscience. Alors aujourd'hui, plus généralement, quelle est la situation globale en France de la défense de la vie humaine innocente? Alors la défense de la vie en France est très abîmée, ça c'est une certitude. Elle est abîmée au début de la vie et à la fin de la vie. Elle est abîmée au début d'abord par l'avortement qui n'est plus un choix en fait, qui est l'unique solution maintenant pour une grossesse qui n'est pas voulue. C'est même plus pour une grossesse difficile ou une grossesse pathologique, c'est pour toute grossesse qui n'était pas complètement planifiée. Elle est abîmée aussi au début de la vie à cause de la recherche sur l'embryon, parce que derrière l'aspect scientifique, il faut voir que chaque embryon sur lequel on fait des recherches sera détruit. Elle est abîmée aussi à la fin de la vie, puisque l'euthanasie progresse lentement mais sûrement. Alors elle n'est pas encore appelée euthanasie, mais enfin, on a le droit de laisser quelqu'un mourir de faim ou de soif jusqu'à la mort. Et puis cette vie innocente, elle est manipulée également, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la révision des lois de bioéthique autour des questions de procréatique, puisque la PMA permet de fabriquer un enfant sur mesure. Et en fait, ça peut paraître paradoxal de dire on se bat pour supprimer une vie humaine et en même temps on se bat pour que n'importe qui puisse avoir un enfant. En réalité, le dénominateur commun, c'est que l'enfant est un droit dont on dispose, qu'on peut supprimer
ou revendiquer en fonction de ses envies. Alors la première marche pour la vie avait eu lieu en 2005 pour l'anniversaire du vote de la loi dite loi Veil au nom d'un collectif qui s'intitulait 30 ans ça suffit. Donc ça fait 15 ans que cette manifestation a lieu. À quoi ça sert de venir ? La marche pour la vie, elle sert à plusieurs choses. D'abord, elle sert à dire haut et fort que nous voulons que la vie soit respectée de sa conception naturelle à sa mort naturelle, que c'est un principe non négociable de la vie en société. Elle sert à le dire avec ses pieds, c'est-à-dire qu'il faut faire le déplacement, que c'est pas toujours facile de s'organiser, et on vient manifester publiquement cet impératif pour la vie en société. Elle sert aussi à demander au gouvernement de respecter cette vie innocente. Et enfin, je crois qu'elle sert à encourager aussi tous ceux qui, parce qu'ils sont professionnels de la santé, par exemple, ou confrontés dans leur vie de tous les jours à la question de l'avortement, ça sert à les encourager à se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on peut gagner ce combat si on reste motivé, si on est capable de se mobiliser ensemble. Alors à propos de ça, justement, comment peut-on d'abord vous aider et ensuite participer ? Alors, pour participer à la Marche pour la vie, c'est bien simple. Rendez-vous le 20 janvier prochain à Paris. Toutes les informations seront sur le site de la Marche pour la vie, qui est enmarchepourlavie.fr. Et ensuite, pour aider, en amont de la Marche pour la vie, il est possible de participer à la distribution des tracts et des affiches, de partager les visuels sur les réseaux sociaux. Et le jour J, pour tous les volontaires de plus de 16 ans, il sera possible de rendre un service pour la logistique, ou pour l'animation, ou pour la sécurité. L'année dernière, on était 30 000 à la Marche pour la vie. Cette année, on voudrait être 50 000. Et pour que cette marche se déroule le mieux possible, on a besoin de 1000 bénévoles. Donc, on en appelle à toutes les bonnes volontés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est une belle manière de se mettre